Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. Par vous, avec vous. pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le 28e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center. Oser parler de sexualité. Aujourd'hui, j'invite Laurie Vallée-Dallaire, qui est au Québec. Bonjour Laurie. Bonjour Olivier. Alors, merci de nous faire ce cadeau, de venir au micro et de nous partager ta passion, qui est à propos de l'accouchement et de la périnatalité. On va en découvrir un peu plus Oui, merci. dans quelques instants. Ma première question, elle est toujours au sujet de l'intention. Quelle est ton intention aujourd'hui en participant à ce podcast ? Mon intention, je dirais, c'est d'ouvrir les horizons, d'apporter des questionnements ou d'apporter, c'est un peu toujours mon objectif, d'apporter une réflexion sur la naissance et sur la signification de la naissance et sur ce que ça représente en tant qu'humain et d'amener les gens à réfléchir à cette question-là et de pouvoir ensuite faire des choix qui leur conviennent. Merci. Dans nos passions respectives, alors pour ma part, je suis convaincu qu'en fait, en osant parler davantage de sexualité, on pourra vivre dans une société beaucoup plus ouverte, inclusive et heureuse, individuellement et collectivement. Et je pense que la société pourra vraiment évoluer à partir du moment où on acceptera d'aller voir ce qui se passe dans notre sphère sexuelle et d'être à l'aise et que les tabous, les hontes, les culpabilités soient du passé et qu'on puisse créer quelque chose de positif et d'épanouissant pour tout le monde. Et ça passe entre autres par évidemment les parents qui eux-mêmes pourront Oui. transmettre à leurs enfants. Et pour ta part, tu as cette passion de l'accouchement depuis très longtemps. Oui. J'ai entendu que tu avais fait un podcast récemment et je l'ai écouté et tu développes davantage ton parcours. Donc j'invite les gens à aller écouter le podcast qui sera dans le lien, dans la bio, comme ça ils pourront découvrir davantage ton parcours parce qu'ici on n'aura pas le temps de tout détailler. Mais par contre, tu as cette passion et tu es convaincu aussi que la société pourrait évoluer quand on abordera l'accouchement de manière différente. Oui, absolument. Mais tu parlais tout à l'heure de tabous et tout par rapport à la sexualité. Je crois que l'une des premières choses, ce serait d'enlever les tabous autour de l'accouchement et d'admettre enfin que c'est un acte très intime et très sexuel. D'ailleurs, j'ai fait une conférence au Lovell Center il y a 2 ans chez vous à ce sujet. Donc, l'acte d'enfanter, c'est un acte qui est d'une finesse physiologique complexe, mais qui s'approche énormément de par sa forme, de par les hormones qui sont sécrétées, de par les sons qui sont émis, de par les mouvements, les gestes, le besoin de tendresse, le besoin de respect, le besoin de pénombre, le besoin de ne pas se sentir observé. Donc, ça se rapproche énormément de l'acte de concevoir l'enfant. Donc, ça s'approche beaucoup de l'acte sexuel. Et puis, on a beaucoup, à travers les âges, voulu un peu démoniser cet acte, voulu dire que non, c'est qu'un acte médical, ce qui permettait d'ailleurs à des hommes médecins d'être dans la salle d'accouchement, parce que si on admettait que c'était un acte sexuel, on n'aurait jamais accepté qu'un homme puisse voir une femme donner naissance, mais aussi avec tout l'héritage judéo-chrétien, donc le péché d'Ève, que la douleur de l'enfantement, c'était une punition et tout, puis on a beaucoup focusé là-dessus, alors qu'au contraire, pour certaines femmes, ça peut être une expérience absolument extatique, ça peut être très positif, ça peut être extraordinaire comme expérience, et malheureusement, les femmes qui le vivent de cette façon-là n'osent pas nécessairement en parler parce que ça les gêne ou parce qu'elles ne veulent pas faire sentir les femmes qui ont eu des expériences moins positives qu'elles se sentent mal ou elle veut pas avoir l'air de se vanter et tout, mais pourtant, on aurait tellement avantage à les entendre, ces femmes-là, parce qu'il y en a énormément plus qu'on pense qui aiment donner naissance et qui ont des orgasmes en accouchant et même. Donc, c'est exactement la même hormone qui donne les contractions, qui donne les hormones, c'est l'ocytocine. Donc, il y a vraiment une ligne très, très fine entre la douleur et le plaisir, entre la vie et la mort. C'est vraiment un moment fascinant de la vie et qui peut aussi façonner qui on est pour le reste de nos jours. Donc, la façon dont on est, ça peut avoir des impacts majeurs sur notre personnalité. Donc, ça, c'est plus la psychologie périnatale, c'est plus mon autre dada, mais voilà, on peut en parler longtemps sur toutes sortes de facettes. On va aborder 3 thématiques qu'on a choisies dans ce podcast. Justement, la périnatalité et aussi la sexopérinatalité, puisqu'on combine quelque part nos passions respectives. Ensuite, j'aimerais bien que tu nous parles du placenta et de nous parler de ton livre, puisque tu viens de publier un livre assez récemment finalement
sur cette thématique qui est très peu abordée en fait, et nous partager quelques petites pépites peut-être, quelque chose d'assez original. Et puis le troisième élément sur la psychopérinatalité, puisqu'en fait tu offres des services en ligne à distance, même si tu es au Québec, voilà, les gens en Europe peuvent aussi être en contact avec toi et bénéficier un peu de ton expérience, de ta passion en fait, à travers ces accompagnements à la naissance, parce que voilà, c'est bien de parler de comment l'accouchement pourrait être différent et que ça pourrait être davantage, je dirais, en cohérence avec les aspirations profondes de chacun, mais comment y arriver et puis toi, tu accompagnes les couples et les femmes dans ce cheminement et donc je voudrais que tu puisses en parler. Donc on va parler de ces trois sujets-là. Avant de démarrer sur ces trois thématiques, je voudrais te poser la question pour toi, indépendamment du sujet du jour, quelle est ta vision de la sexualité aujourd'hui? Ma vision de la sexualité, c'est quelque chose de très intime, qui se passe dans un espace d'amour. Pour moi, c'est quelque chose qui se fait à deux. Je sais que c'est pas nécessairement tout le monde, mais pour moi, c'est quelque chose de très doux, vraiment quelque chose qui s'explore ensemble, sans tabou, sans pression. Voilà, c'est ma version de la sexualité. Et c'est assez étonnant. Hier, j'avais une discussion avec une femme, une amie, qui me disait justement qu'elle avait l'impression que pour elle, cette vision intime et complice dans la sexualité, elle a l'impression qu'elle avait des blocages, des tabous ou des limites qu'elle se mettait davantage parce qu'en fait, elle n'arrive pas nécessairement encore à discuter de la sexualité dans son couple. Alors que ça devrait être cette vision où les deux sont dans l'intimité avec beaucoup de confiance. On remarque que dans la pratique, certaines personnes, elles voient le décalage entre ce qu'elles aimeraient voir et dans leur vie expérimenter et leur vie au quotidien. Et parfois, d'entendre parler de ça, c'est inspirant et en même temps, on a envie d'avoir des outils. Donc, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Et la périnatalité est une opportunité géniale aussi. Même pendant la grossesse, les sensations changent aussi, hein. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des femmes là, me dire que pendant la grossesse, leurs sensations étaient tellement plus fortes, leur désir était plus fort. C'est pas toutes les femmes qui ont plus de désir pendant la grossesse. Il y en a que c'est l'inverse, mais il y en a pour qui la sexualité est encore plus magnifique pendant la grossesse. Donc, je trouve ça très beau. Alors pour le premier sujet, donc, la périnatalité et la sexopérinatalité, Oui. qu'as-tu envie de nous partager sur cette thématique qui est si importante? Tu me parlais de Michel Audin, de la manière d'accoucher, de plein de thématiques qui sont vraiment passionnantes. Et en plus, ma petite sœur vient d'accoucher ce week-end, tu vois, donc c'est un sujet qui revient dans la vie de chacun de manière régulière, évidemment, et donc ça devrait être un sujet, je trouve, central dans la société, alors que ça reste un Oui. peu périphérique, j'ai l'impression. Ben oui, absolument. Mais moi, j'aime beaucoup l'approche de Michel Audin, entre autres, qui, lui, insiste beaucoup sur cette notion de l'hormone de l'amour, de cette ocytocine que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui est l'hormone avec laquelle on tombe en amour. C'est une hormone qu'on sécrète tout au long de notre vie, lorsqu'on s'est fait un nouvel ami, lorsqu'on a du plaisir dans un repas, lorsqu'on tombe amoureux et lorsqu'on fait l'amour, c'est l'hormone qui nous donne l'orgasme et c'est aussi l'hormone qui nous permet de donner naissance, qui nous permet d'avoir des contractions pour expulser le fœtus, le bébé. C'est aussi l'hormone qui crée le lien d'attachement si fort entre la mère et l'enfant. Tout de suite à la naissance, la mère aura son plus grand rush d'hormones, l'ocytocine, de toute la vie. C'est le moment de la vie où on en sécrète le plus au moment même où l'enfant émerge et où on le présente à sa mère. Et c'est ce qui crée cette espèce de lien d'attachement et de besoin de protection. Les femmes qui en sont privées, oui, vont aimer leur enfant, ils vont s'en occuper, mais parfois, il y a plus de difficultés à les créer, ce lien. À la grande tristesse de ces femmes-là qui finissent par admettre que lorsqu'on leur a montré leur enfant, c'était comme un étranger, qu'il a fallu apprendre à l'aimer après, alors qu'ils l'aimaient déjà, mais plus dans une construction mentale, alors que ce rush de cytocine, c'est plus viscéral, si on veut. Donc, ça peut venir par la suite pour les femmes qui, par exemple, ont eu une césarienne où à ce moment-là, on n'a pas cette sécrétion d'hormones. Mais lorsqu'il y a un accouchement naturel, il y a ce rush magnifique de cytocine. Et Michel Audin vient poser cette question profonde et je trouve qu'il est quand même intéressante. Lui parle même de l'avenir de l'humanité et de l'avenir de la capacité d'aimer. Parce que lorsqu'on intervient trop pendant les accouchements, je parle au surinterventionnisme qu'on peut avoir dans les milieux hospitaliers en ce moment, qui n'est pas toujours nécessaire. Il y a certaines interventions qui sauvent les vies, puis c'est pas celle-là que je vais questionner. Mais lorsqu'on intervient sans cesse sur des femmes qui n'ont pas de complications, qui n'ont pas de problèmes et qu'on cause des complications, et donc on vient jouer dans cette balance hormonale très fine, lui parle même de l'avenir de la société et est-ce que dans 50, 100, 150, 200 ans, si on continue de plus en plus médicaliser, instrumentaliser les naissances, est-ce qu'on sera autant capable d'aimer, autant capable d'entrer dans une relation, autant capable de faire l'amour, autant capable d'aimer son prochain? C'est vraiment une question qui se pose et je trouve que c'est vraiment intéressant. Entre autres, lui fait la comparaison même d'un pays à l'autre en disant, si on regarde le Brésil, par exemple,
c'est un pays où il y a énormément de violence. Si on pense à Sao Paulo, c'est très dangereux de se promener dans les rues la nuit tout seul, alors qu'au Brésil, les naissances sont extrêmement violentes et extrêmement médicalisées. On parle de 90% de césariennes dans certaines cliniques privées. Et puis même les cliniques publiques, c'est très violent. On va appuyer sur le ventre de la mère, lui crier dessus, tirer sur le bébé. Donc c'est vraiment très violent. Et on regarde, souvent, la violence des naissances va vraiment correspondre avec la violence d'un pays. Et si on regarde inversement, par exemple les Pays-Bas, qui sont l'un des meilleurs pays où donner naissance, où on a, si je me trompe pas dans les statistiques, encore quelque chose comme 30% de naissances à domicile, et où d'aller vers une sage-femme, c'est un automatisme pour les femmes. Le système est qu'il y a des sages-femmes pour tous, et s'il y a une complication là, on va référer à un médecin qui saura quoi faire pour quelque chose de sérieux, mais on va pas utiliser des chirurgiens pour des femmes à faible risque. Et on peut se promener la nuit aux Pays-Bas en toute sécurité. Donc, il y a vraiment cette notion de la façon dont on est dans l'amour ou dans la violence va vraiment façonner l'avenir d'une société. Puis, si on parle d'un niveau seulement biologique, quand je parlais de ce rush d'ocytocine, je trouve que cette image est assez forte. Si on fait une césarienne à un primate ou un mammifère non humain, il ne s'occupera pas de son bébé, il s'occupera jamais de son petit, il ne s'y intéressera même pas. Nous, on a cette construction sociale où on sait qu'il y a un enfant qui grandit et qu'il y aura un enfant qui va sortir, mais le primate ou la chatte ou une chienne ne vont même pas s'intéresser à leur petit s'ils ont une césarienne parce qu'ils n'auront pas ce rush d'hormones de l'amour qui vient tout de suite en donnant naissance. Donc ça, je trouve ça vraiment assez fascinant. D'où l'importance de protéger cet espace sacré de la naissance et cet espace aussi sexuel et où on laisse les femmes sécréter leurs hormones et on protège cet espace-là pour leur bien-être à eux, mais pour aussi l'avenir de la société d'une certaine façon et l'avenir de l'humanité. Et c'est vrai qu'il y a certainement beaucoup de sages-femmes, de doulas ou d'infirmiers, de gynécologues qui vont écouter ce podcast. En tout cas, je l'espère. Et chacun, en fait, part de l'envie de bien faire, part d'un sentiment aussi d'aimer son métier ou ce qu'il fait. Et en même temps, on est pris dans un système, dans des règles, dans des procédures, Oui, dans des responsabilités. Il y a beaucoup de responsabilités aussi et des risques. Et donc, voilà, effectivement. tout pris l'un dans l'autre, parfois, on peut peut-être en oublier l'humain ou le bon sens, ou en tout cas oser re-questionner, ou être vulnérable aussi dans se dire, mais est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Je crois profondément qu'il n'y a aucun professionnel de la santé qui veut causer du tort, mais c'est un problème systémique. Le problème est dans la façon dont on forme nos professionnels et dans les protocoles qu'on a imposés, dans les rigidités industrialisées, si on veut, de l'hôpital, des systèmes qui traitent de plus en plus les femmes comme des numéros, de par un manque de personnel ou de par un besoin d'efficacité, mais ça ne vient pas du personnel médical comme tel, ça vient plus d'un manque d'information et d'un manque de sensibilisation à ces notions-là qui ne sont même pas enseignées, en fait, je crois. Michel Audin, c'est quelqu'un qui est rendu à 80 ans, je crois que ça fait 50 ans, qui parle de ce message-là et qui écrit tellement de livres, L'amour scientifié, entre autres, qui détaille vraiment ce sujet de fond en comble. Non, on pourrait en parler très longtemps, c'est vraiment fascinant. C'est vrai que la périnatalité, moi-même, j'ai 2 enfants et je me suis rendu compte aussi, voilà. En moyenne, en Belgique, l'âge moyen pour avoir un enfant, pour la femme et l'homme, c'est assez similaire, c'est 28 ans. Donc, quelque part, on a quand même, on va dire, vu que l'âge moyen pour faire l'amour, c'est avec pénétration, partenaire et autres, c'est 17-18 ans. Enfin, oui, 16, 17, 18 ans. Ça dépend un peu des statistiques, elles sont assez stables, mais disons 17 ans. Ça veut dire qu'on a 10 ans d'expérience avant l'accouchement ou l'arrivée d'un premier enfant. Il y a très très peu qui se passe. C'est comme si j'ai l'impression que les gens sont un peu en hibernation. On ne se questionne pas trop sur la sexualité pendant ces périodes-là. On sait que la sexualité va être drastiquement impactée par la périnatalité, c'est-à-dire la période de l'envie d'avoir un enfant, la période d'essai, parce que pour certains, l'enfant va tout de suite, mais pour d'autres, pas nécessairement. Puis il y a la grossesse, puis il y a les mois qui suivent la grossesse, et on sait que la majorité des divorces, en tout cas en Belgique, ont lieu 1 à 2 ans après l'arrivée du premier bébé ou d'un bébé, et donc on sait que c'est intimement lié. On a presque envie de tirer la sonnette d'alarme en disant, mais quand est-ce qu'on va informer, éduquer, et puis de se dire, Ben oui, parce qu'en fait, tu me partageais qu'au Québec aussi, dans les cours périnataux, on parle beaucoup de techniques, mais finalement, il y a quand même peu de parents qui s'intéressent et on parle quasiment pas de sexualité. voilà. C'est quand même étonnant, alors que quand même, c'est central dans le couple malgré tout. Ben oui, c'est très important parce qu'il y a des changements qui se présentent dans le désir, dans la libido, dans les besoins, puis ben de pas comprendre ce qui se passe. Parfois, la femme n'a
plus ou peu de désir, surtout après avoir donné naissance. Donc, le père peut se sentir rejeté. Donc, c'est important de discuter de tout ça et d'expliquer que c'est des choses qui peuvent se produire, mais que ça peut revenir. C'est super important de parler de tout ça et de parler aussi des besoins au moment de la naissance, de comparer cet acte à l'acte de faire l'amour pour mieux donner des meilleures conditions à la mère, pour favoriser ses hormones, tout ça. Donc, on parle de pénombre, de calme, peut-être une petite musique, très peu de dérangement ou le moins possible, de pouvoir toucher son partenaire, s'embrasser, se coller pour vraiment venir stimuler cette hormone de l'amour, de ne pas se sentir observé, de ne pas se sentir jugé. Donc, on est vraiment loin de ce qu'on est en train d'offrir dans les chambres d'hôpital avec des néons, des bruits, des gens qui rentrent et qui sortent, des gens qui font des commentaires, des examens douloureux. Donc, on vient complètement bousiller la balance hormonale alors que c'est exactement les mêmes besoins que quand on fait l'amour. Plus on respecte ces besoins-là, plus les hormones de la femme vont couler et plus les contractions vont être efficaces et plus le travail va bien se passer. Oui, il peut y en avoir des complications et c'est pour ça qu'on a des gens qui sont formés, mais déjà de pouvoir soutenir la bulle et de protéger cette bulle-là, on éviterait tellement de complications à la base, là. Et comme tu disais, c'est vrai que les hormones lors de l'accouchement sont les mêmes que les hormones sexuelles, hein. Et si on considère le cycle complet d'un acte sexuel, depuis quelque part l'excitation, l'adrénaline, puis aussi l'afflux de testostérone, progestérone, enfin voilà, par rapport à la croissance du bébé, mais tout ça, ça joue sur la libido, le désir, la sexualité, pour l'homme comme pour la femme d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même une dynamique relationnelle qui est là présente et qui va être impactée de manière assez forte. Et puis pendant l'accouchement, il y a l'ocytocine, comme tu dis, les endorphines, certainement un peu de sérotonine aussi, j'imagine. Et puis vient une satiété, une certaine satiété, où en tout cas le corps doit être disposé à quelque part transformer, on va dire, le lien physique qu'il y avait avec l'enfant via le cordon, le placenta, et on y arrive sur ce deuxième sujet, et de le remplacer par un lien qui est beaucoup plus subtil finalement, parce qu'en fait, de ce lien physique et matériel qui est entre la maman et l'enfant, ça va devenir un lien avec quelque chose de beaucoup plus subtil. On va utiliser les sens, mais aussi les énergies beaucoup plus subtiles. Ça sera le regard, ça sera le toucher, ça sera le son, ça sera la Oui, musique, ça sera la tendresse, ça sera les pensées, ça sera l'affection qu'on peut apporter à quelqu'un. Et donc, ça va vraiment transformer quelque chose de très dense et très physique à quelque chose de beaucoup plus subtil et immatériel, quelque chose de, voilà, qui se passe un peu dans notre intériorité à chacun. Et tout ça, ça a des impacts fondamentaux sur comment on pourrait améliorer les naissances et les grossesses et l'accouchement. Je sais que ça évolue parce que je connais des sages-femmes et des profs et autres qui font un super travail, mais chaque phrase est quasiment philosophique et on pourrait, à chaque prise de conscience, considérer l'ensemble des impacts que ça a tout au long de la phase périnatale et ben comment on oui. pourrait améliorer en fait. Tu m'avais partagé à l'époque, je me souviens, une vidéo sur une parodie, je pense italienne, d'un accouchement comparé à un acte sexuel où en fait un couple fait l'amour, mais ils sont censés être en salle d'accouchement, ils font l'amour et on vient les déranger à chaque fois. Et donc à chaque fois, l'homme et la femme perdent un peu le plaisir, perdent un peu l'intimité, perdent l'érection et puis il faut redémarrer, mais ça va aller. Mais on sent bien que tout cet équilibre hormonal, il suffit pas de le mentionner, il faut en être vraiment à l'écoute et se rendre compte quelle est la finesse de cette petite musicalité hormonale qui a lieu pendant l'accouchement entre autres, mais aussi après, et de se dire comment on accompagne ça. Effectivement. C'est la grande question, c'est vraiment les grandes questions, puis comment on peut accompagner, et comment on peut favoriser, comment on peut sensibiliser. Exactement. Et avant de passer sur ton livre sur le placenta, est-ce que tu aurais un conseil en périnatalité, que ce soit pour les professionnels ou les couples? Qu'est-ce que tu auras envie de donner aujourd'hui avec ta passion? Je dirais juste d'être à l'écoute et de ne pas oublier que chaque femme, chaque personne qui donne naissance, c'est un événement dans leur vie, peut-être 2 fois, peut-être 3. Alors souvent, on a tendance à oublier que c'est pas des numéros. Tu sais, des fois, nous, en parlant de nous, je parle des professionnels de la santé, des fois, c'est un lundi matin, on est fatigué, on n'a pas bien dormi, mais de ne pas oublier que la femme qu'on a devant nous, elle vit ça pour une seule fois ou peut-être 2, mais c'est important de protéger cet espace-là et de pas bousculer juste parce que on a hâte d'aller se coucher. Malheureusement, c'est des choses que j'ai déjà vues. Donc, je dirais juste vraiment de se souvenir de protéger l'espace, à quel point c'est un moment spécial pour chaque personne, puis de protéger ça et d'être vraiment dans le respect et dans la patience et dans l'accompagnement. Ça me fait penser, ma sœur a accouché ce week-end, elle est rentrée lundi à la maison et je lui ai dit, ah, waouh, imaginez, vous allez franchir la porte de votre maison à 3 pour la première fois. Ça va créer une nouvelle phase dans votre vie, c'est la toute première fois que vous allez rentrer à 3 et d'en faire un moment particulier, juste conscient, mais sans rendre compte, waouh, il y a des changements et puis c'est à célébrer, un peu comme on vient pour la première fois en salle d'accouchement.
on arrive, ça devrait être aussi magique et important. Et parfois, c'est un peu procédural. Bah, évidemment, c'est dans un contexte collectif, dans une institution, donc tout se comprend. Mais en même temps, il y a ce côté où parfois le côté un peu rituel du moment, il disparaît. Et puis, on n'en aura peut-être qu'un dans notre vie. C'est d'essayer d'effacer la partie institution, si on veut, donc d'oublier ça. Puis une citation que j'aimais bien, je me souviens plus ça vient de où, mais c'était quand on a 80 ans, on s'en souvient encore de notre accouchement, même si on se souvient pas ce qu'on a mangé pour dîner. Donc ça reste tellement, donc c'est tellement un moment important dans la vie qui mérite d'être protégé, qui mérite d'être accompagné. Puis selon moi, les gouvernements devraient tellement mettre de l'argent pour améliorer les conditions de naissance parce que plus on a des naissances respectées, des bébés qui naissent dans l'amour, dans le respect, dans l'accompagnement et dans la douceur, plus on va avoir une société pacifique et aimante, et moins on aura de criminalité, de problèmes sociaux. Il y a des études scientifiques pour le prouver, là. Je dis pas n'importe quoi. Donc, comme Thomas Verny dit, il dit construisons des bébés et non des prisons. Au lieu de mettre plein d'argent pour construire des plus grosses prisons parce qu'on a plus de criminalité puis qu'on a plus de problèmes, ben mettons de l'argent dans des programmes pour les parents, dans des services sages-femmes qui focus autour des besoins de chaque femme, dans des programmes pour les familles vulnérables. Tout ça, ça changerait complètement la société. Moi, je fais le vœu là qu'un jour, on ait un ministre de la périnatalité, en fait, et qui s'occupe de toute cette question, de cette transformation qui est fondamentale dans la vie de chaque individu, de chaque couple, de chaque famille, et donc de la société. D'avoir un ministre de toute cette périnatalité et de l'accouchement, ça serait juste fabuleux, quoi. L'art, c'est vraiment que l'hôpital, on oublie qu'on est à l'hôpital, quoi. C'est comme, pour moi, les meilleurs professeurs, c'est ceux qu'on oublie qui sont en train de nous enseigner. On apprend, on est éveillé, on est en plein de notre potentiel, mais on oublie qu'il y a cet apprentissage en cours. Il est naturel et spontané, et je pense que l'hôpital, quand il arrivera peut-être à faire oublier que c'est un hôpital, mais on y va parce qu'on est sécurisé, qu'il y a de l'expérience, qu'il y a des gens compétents et passionnés, et qu'en en fait, on est centré sur la personne. Ça serait vraiment fabuleux. Enfin voilà. Deuxième sujet, c'est le placenta. Tu as écrit un livre sur le placenta. Le placenta délivré, la deuxième édition est en cours d'être révisée, donc il y aura une deuxième édition avec quelques petits ajouts. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais j'imagine dans les prochains mois. Donc oui, le placenta, c'est vraiment un sujet qui me passionne, qui me fascine depuis le début de mon parcours comme doula, parce que c'est un peu le grand oublié de la naissance, alors qu'il a un rôle vraiment tellement complexe pendant la gestation. Il nourrit le bébé, il le fait grandir, il l'accompagne, c'est son jumeau génétique. Il y a vraiment beaucoup de cultures qui lui prêtent une grande valeur spirituelle. Je trouve que c'est vraiment un sujet hyper fascinant, donc c'est pour ça que j'en ai écrit un livre. Et il y a plein de trucs qu'on peut faire avec aussi. D'ailleurs, on est parmi le seul mammifère, à part le chameau et les mammifères marins, qui ne consomment pas systématiquement leur placenta. De plus en plus de personnes le consomment, mais ça a des bénéfices. La majeure partie des femmes, je dirais, qui l'ont essayé, ont dit en avoir retiré de grands bénéfices, donc au niveau de l'énergie, de la production de lait, au niveau de l'humeur. Donc c'est pas pour rien que les mammifères le consomment. Puis c'est accepté chez les animaux. Moi, je me souviens, toute petite, j'avais un livre sur les chats et puis c'était écrit dedans, la chatte, après avoir mis bas, va manger son placenta parce que c'est plein de fer puis que ça va lui donner l'énergie puis elle va se remettre de son accouchement. Puis c'était comme accepté dans un livre pour enfants sur les chats que c'était pour ça qu'on mangeait le placenta puis que ça allait de soi, mais chez les humains, c'est encore bizarre. Puis pas juste de le manger, moi je veux pas imposer rien à personne. Il y a des gens qui vont choisir de l'enterrer au pied d'un arbre, juste de l'honorer, de le remercier, de faire un petit rituel ou une petite fête de famille pour planter un arbre fruitier, y mettre le placenta dessous, puis ça reste l'arbre de l'enfant. Donc il y a plein de belles symboliques à aller chercher avec le placenta et plein de beaux moments. Puis je trouve ça dommage que même la plupart des gens ne savent, ben pas la plupart des gens, il y a certaines personnes qui ne savent même pas qu'il y a un placenta. J'ai déjà été à des naissances où la mère ne savait pas qu'il y avait autre chose qui sortait après le bébé. Déjà, de juste ne pas savoir que ça existe, mais en plus de savoir qu'on a des choix qu'on peut faire par rapport à ça, peu importe ce que le choix final est, même si une famille décide de ne pas le garder, que ça les intéresse pas et tout, c'est correct, mais du moment qu'on y a pensé puis qu'on a pu avoir le choix. En Europe, dans la majorité des maternités, on peut, je sais pas pour tous les autres pays, mais je sais qu'en France et en Belgique, c'est très difficile de repartir à la maison avec le placenta. C'est jeté avec les déchets biomédicaux, puis c'est tout, puis les gens n'ont même pas le choix.
à savoir s'ils peuvent le garder. On peut repartir avec notre pierre au rein, mais on peut pas repartir avec notre placenta, donc c'est quand même particulier. Ici au Québec, ça fait que depuis 2017 qu'on permet dans les hôpitaux aux femmes de le récupérer sous certaines conditions. Et puis même encore, il y a certains hôpitaux qui s'y opposent. Donc moi, je suis plutôt militante de donner le choix et d'informer. C'est un peu le but du livre que j'ai écrit. C'est la première partie va vraiment parler de ce que c'est, son rôle, ses fonctions pendant la grossesse, pendant la naissance, qu'est-ce qui se passe, les variations, de quoi ça a l'air, l'anatomie du placenta et tout. Donc la première partie est un petit peu plus scientifique et la deuxième partie, c'est plus justement sur tous les usages rituels, tout ce qu'on peut faire avec pour l'honorer, pour le remercier, pour l'utiliser. C'est quoi les différentes propriétés, justement, nutritionnelles, cutanées. Il y a des propriétés cicatrisantes, on peut faire un baume. Donc, on peut faire vraiment plein de trucs avec. Ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on peut faire avec, on fait un choix qui nous convient avec où on est rendu dans notre vie. Mais je trouve que c'est important d'en parler, de sensibiliser. C'est quand même le seul organe qui est comme temporaire, qui est éphémère dans le corps humain. Je trouve que c'est quand même magnifique comme organe. C'est vraiment très passionnant comme sujet. Oui, c'est vraiment un organe très particulier, comme tu dis, puisque c'est l'interface entre la maman et le bébé, à travers lequel passent tous les nutriments. Et il comporte des cellules maternelles et des cellules fœtales. Donc, c'est vraiment un mix des deux. À la base, il se forme d'une partie du blastocyste. Donc, lorsque l'ovule et le spermatozoïde se forment, on a un blastocyste et à un moment donné, ils se séparent. Donc, il y a une partie qui va devenir le placenta, une partie qui va devenir l'embryon. Et en fusionnant avec l'endomètre, on crée le placenta qui est fait d'une partie du blastocyste et d'un peu d'une partie de l'endomètre. Donc, c'est vraiment un organe qui appartient aux deux. Donc, c'est vraiment fascinant. Puis, j'ai écrit au début de mon livre, je crois, dans l'introduction, puis c'est une image qui m'a vraiment frappée lorsque j'étais à l'école primaire. Mon professeur nous avait parlé du placenta dans le cours d'éducation sexuelle où il nous expliquait la naissance, tout ça. Puis elle avait dit, le placenta, c'est tellement un organe complexe que si on voulait une machine qui fait tout ça, ça serait aussi gros qu'un hôpital. Tu sais, c'est comme parce que les fonctions sont tellement complexes. Pour faire quelque chose d'aussi sophistiqué, on aurait besoin d'une immense machine. Donc, je trouvais que c'était une belle image. Et je me souviens des discussions qu'on avait eues ensemble il y a 2 ans et demi quand tu étais venu ici à Bruxelles au Lowell Center pour les conférences que tu avais offertes. On parlait justement aussi de toute cette symbolique parce que le placenta est lié au cordon ombilical et puis on parle aussi de ce moment symbolique et rituel de couper le cordon et comment ça se passe et quelle est la conscience qu'on s'y met. Et tout à l'heure, je parlais de remplacer un lien très dense, très physique à quelque chose de plus subtil. Et de se dire, pour moi, le rôle du père, elle n'est pas de couper du lien ou de priver quoi que ce soit, c'est que tous les liens qui ont fait le rôle et qui n'ont plus besoin d'être disparaissent, comme la queue de la pomme ou quoi que ce soit. Tous les liens qui ont une fonction persistent et quand leur fonction n'est plus là, on l'enlève. Et donc, il faut laisser le temps au sang de revenir du placenta vers le bébé après l'accouchement. Il y a cette fonction-là hyper importante. Le sang du bébé va être en constante circulation dans un genre de cycle entre le bébé et le placenta. Au moment de la naissance, il y a environ le tiers du sang du bébé qui n'est pas dans son corps, qui est encore en circulation dans le cordon et dans le placenta. Et lorsqu'on coupe le cordon immédiatement après la naissance, on prive l'enfant du tiers de son sang. Donc, si on calcule que son volume total de sang, c'est environ 1 litre, donc c'est énormément de sang dont il est privé. Et puis, juste en laissant juste quelques minutes, des fois ça prend 2, 3, 4, 5 minutes, on voit que le cordon, le sang va retourner au bébé, le cordon va cesser de pulser. Donc, au début, on voit vraiment le sang circuler et à la fin, on sent plus de pulsation et le cordon devient tout blanc et très flasque. Et à ce moment-là, on sait que le bébé a récupéré toutes ses cellules et c'est des cellules qui sont, c'est tout son sang, mais c'est aussi des cellules souches, c'est aussi des cellules pour aider à construire son système immunitaire. C'est pas pour rien qu'on utilise le sang de cordon dans des greffes pour les personnes qui ont le cancer et tout ça parce que c'est tellement riche comme sang. Je trouve que priver le bébé de ça à sa naissance, c'est un peu violent en fait. C'est pas du sang extra comme on a longtemps cru, ça fait vraiment partie de son volume total de sang à lui. Donc, d'une part, il y a cette partie, je dirais, physiologique, et de l'autre part, il y a cette partie émotive, comme Olivier a rapidement mentionné, donc le lien à l'intérieur était représenté par le cordon. Donc, lorsque le bébé sort, il faut lui donner le temps d'atterrir, de prendre sa respiration. D'ailleurs, il continue de recevoir de l'oxygène tant que le cordon bat. Prendre sa première respiration, de regarder autour de lui.
et de créer cette connexion avec ses parents. Et puis, lorsque les parents se sentent prêts, lorsque la connexion est faite, lorsqu'on a pris un moment, là, à ce moment-là, on pourra choisir ou non de sectionner le cordon. Il y a des parents qui choisissent de le couper, mais avec conscience, en parlant au bébé, en lui expliquant que maintenant il n'a plus besoin de ce lien-là. Ou il y a des gens qui choisissent de le brûler avec des chandelles. Donc ça vient cautériser un peu le cordon et ça vient le sectionner. C'est très long, par exemple, ça prend comme un bon 30-40 minutes, mais ça peut être fait comme un rituel, si on veut. Et il y a des gens qui choisissent de juste ne pas le couper, de faire ce qu'on appelle la naissance lotus. Et lorsqu'on fait une naissance lotus partielle, c'est qu'on attend juste au moins que le placenta sorte avant de couper le cordon, donc on voit l'ensemble du bébé lié à son placenta. Mais on peut aussi saler le placenta, le nettoyer, l'emballer et puis garder les deux ensemble jusqu'à ce que le cordon se détache par lui-même du bébé, ce qui prend entre 3 et 9 jours. Donc c'est un petit peu plus de logistique, mais les personnes que je connais qui l'ont fait sont vraiment super contentes de l'avoir fait. Il y a des bénéfices plus spirituels, je dirais, passer 10-15 minutes, là. Les personnes l'ayant fait disent qu'ils trouvent que leur enfant est mieux incarné, plus d'assurance et tout. Donc, est-ce que c'est à cause de la naissance lotus? On ne le sait pas, mais ceux qui choisissent la naissance lotus, c'est vraiment dans une espèce de cheminement un peu de non-violence, de laisser l'enfant décider du moment où lui est prêt à se séparer. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle pratique. Il y a peut-être des gens qui trouvent ça choquant, qui trouvent ça un peu trop compliqué, puis c'est vraiment correct aussi. Mais voilà, c'est une des multiples options qui s'offrent à vous. Et je pense que c'est une de la beauté de ton livre, c'est justement de montrer aux gens, voilà, tu as fait un travail de recherche très fouillé sur ce qui existe, la symbolique, les rituels et les différentes options. Déjà donner plein d'informations scientifiques sur la fonction du placenta, mais aussi de se rendre compte qu'il y a plusieurs options en fait qui s'offrent. Et quand on parle de naissance non violente, respectée, plus humaine, ben, ça part aussi de s'informer soi-même. C'est le rôle de chacun, c'est pas juste le rôle de l'institution, c'est aussi le rôle de tout un chacun de s'informer, de savoir ce qu'il a envie et comment il a envie de le vivre et qu'est-ce qu'il a envie de faire comme choix en fait par rapport, ne fût-ce qu'à la manière de couper le cordon et de remplacer ce lien par quelque chose de différent. Et je pense que le rôle du père est surtout de créer du lien en fait et d'être présent et d'y mettre peut-être une symbolique, une conscience différente. Je vous recommande chaudement son livre, hein, voilà, vous Merci, trouverez les merci. liens dans le texte. Il y a une petite, peut-être formation en ligne qui est en préparation. Là, elle sera pas prête tout de suite, mais j'y travaille fort. Donc, ceux qui auront envie de voir plus des démos de tout ça, de ce qu'on peut faire, de quoi ça a l'air et tout. Donc, j'y travaille tranquillement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton accompagnement en psychopérinatalité? À qui c'est adressé? Comment ça se passe? Puisque ça se passe en ligne, mais quelles sont les informations pratiques? En 2014, j'ai suivi une certification comme éducatrice en psychologie périnatale avec une association qui s'appelle l'APA, Association for Pre- and Perinatal Psychology and Health. Et en fait, le focus, c'est vraiment de quelle façon et comment et pourquoi le bébé est affecté par la façon dont il est conçu, porté, enfanté et materné, et comment ça façonne les humains et les adultes que nous devenons. Donc, depuis les 50 dernières années, il y a énormément d'études sur le sujet, puis on se rend compte de plus en plus de l'importance majeure de la période périnatale dans la psyché humaine. Donc, souvent, nos blessures les plus profondes, nos traumas et tout peuvent remonter à cette période, des phobies. Donc, c'est vraiment un sujet qui me passionne profondément. Et suite à cette formation que j'ai suivie, j'ai monté un atelier, une formation en fait de 2 jours que j'offre en ligne, comme disait Olivier. C'est un cours de groupe et les gens, pendant 2 jours, je parle vraiment d'une introduction assez poussée de la psychologie pré- et périnatale. Donc, je pars de la préconception jusqu'au premier mois de vie et j'explique un peu les rouages, comment en fait le cerveau se développe et comment la psyché humaine se développe et en quoi les événements qui se passent peuvent nous affecter positivement ou négativement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les traumas, pour prévenir justement que le bébé vive des choses difficiles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi lorsque ça s'est pas passé de la meilleure façon, que ce soit avec nos enfants ou pour nous-mêmes? Puis il y a beaucoup de gens pendant l'atelier qui vont faire des réalisations, qui vont réaliser « Oh mon Dieu, je suis comme ça, je suis née comme ça ça me fait tellement du sens pour moi, ou ma mère a été comme ci avec moi, ou mon père a été comme ci avec moi, ou j'ai eu telle ou telle intervention violente à ma naissance, je réalise pourquoi je suis comme ça. » Par exemple, si on peut regarder des exemples un peu, si on veut, anodins, il y a beaucoup de gens qui refusent de porter des cols roulés,
des foulards ou qui gardent une grande sensibilité au cou. Et des fois, en cherchant un peu, on se rend compte que c'est des gens qui ont peut-être eu le cordon très serré à la naissance ou qui ont eu des manipulations brusques de leur cou. Pareil pour la tête, des gens qui refusent de porter un chapeau ou une tuque ou un bonnet, même s'il fait, on est au Québec, même s'il fait moins 30 dehors. Donc, et puis peut-être c'est des gens qui ont eu des forceps ou qui ont eu des manipulations brusques ou qui ont eu une électrode à leur tête et ils gardent cette sensibilité, plus cette empreinte où touchez-moi pas, il y a rien qui doit toucher ma tête parce que la première impression que j'ai eue, ça a été violent. Donc, ça, c'est bon, c'est pas très grave concrètement de pas pouvoir porter un foulard, mais il y a des gens que ça peut être des claustrophobies parce qu'ils sont restés coincés ou des agoraphobies parce qu'il y avait trop de monde ou les possibilités sont vraiment multiples, autant positivement que négativement. Donc, des gens qui ont eu un accueil aimant et doux et vont moins garder d'empreintes négatives que des gens qui ont peut-être eu un accueil plus violent ou plus brusque avec des interventions douloureuses, etc. Ou même pendant la grossesse, est-ce qu'on était désiré, est-ce qu'on n'était pas désiré? Est-ce qu'il y a eu des tentatives ou de la violence pendant la grossesse? Est-ce que, je sais pas, moi, il y a eu un père violent ou est-ce qu'il y avait des parents aimants? Donc, ça façonne, tout ça contribue à la façon dont on façonne notre personnalité et aux problèmes peut-être qu'on peut vivre dans notre vie adulte après d'entrer en relation avec les autres ou dans nos relations amoureuses ou dans notre propre vision de la parentalité. Donc, c'est vraiment un sujet très complexe et très fascinant qui malheureusement ne fait pas assez partie de la psychologie mainstream encore, même si ça fait 50 ans qu'on a des données là-dessus et des études qui se multiplient et tout. Même encore, la petite enfance est abordée, mais la période périnatale est très, très, très peu abordée. Oui, ça remet beaucoup de choses en question, évidemment, sur la pratique Oui, ben du oui. système, sur tout ce qui est mis en place. Ça reste effectivement beaucoup d'informations, beaucoup d'évidence et quelque chose qu'on doit encore accepter de regarder honnêtement. Parce que je pense qu'effectivement, cette mémoire corporelle, la mémoire cellulaire, elle commence déjà in utero et il faut conscientiser tout ça. Et on en est très conscient aussi en sexualité, parce que plus une activité est agréable, appétitive, empreinte de plaisir, au plus effectivement on se sent à l'aise, on s'ouvre, on profite du moment et la sexualité devient quelque chose de plaisant et une célébration pour les deux partenaires. Et plus on a d'activités, de relations sexuelles qui sont agréables, positives et empreintes de plaisir, et plus ça devient facile. C'est comme un cercle vertueux en fait qui se met en place. Et à l'inverse, ça vient un peu tout bloquer. Autant c'est très valable et évident en sexualité. On sait que si les expériences sont douloureuses, difficiles ou traumatisantes, on a beaucoup plus difficile à s'y lâcher. Autant on peut se rendre compte qu'au niveau de la périnatalité, c'est aussi du bon sens d'aller s'offrir un moment de réflexion. Pour terminer un exemple, il y avait dans un des livres de David Chamberlain une femme qui consultait une adulte parce qu'elle n'arrivait pas à entrer en relation avec les hommes. Donc, elle était incapable de s'ouvrir à une relation, ça la terrifiait. Puis, finalement, sous hypnose, elle a réalisé que pendant la grossesse, son père était violent avec sa mère. Il n'a jamais été violent avec elle après sa naissance, mais c'est comme l'empreinte était tellement forte que pour elle, les hommes, c'était dangereux, donc elle était incapable, même si elle voulait tellement avoir un amoureux, elle comprenait pas pourquoi, elle se laissait pas approcher d'aller guérir, d'aller régler cette mémoire où il y a eu de la violence in utero, ça a dû lui permettre, je sais pas, l'histoire dit pas la suite, mais ça l'a aidé en fait à régler cette peur de l'homme, de pouvoir aller entrer en relation et d'aller justement créer une vie amoureuse, affective, sexuelle. Donc, il y a plein de blocages psycho-affectifs qui peuvent venir de là et qui peuvent nous poser des problèmes dans nos relations amoureuses et affectives. Et c'est vrai que quand on fait le lien, moi-même je le partage dans certains podcasts, j'ai beaucoup questionné mes parents sur cette phase périnatale, donc avant ma conception, la grossesse et après, et ce qui s'est passé dans la famille et au sein du couple et dans leur sexualité. Et c'était une source d'éveil, de compréhension et d'épanouissement énorme, parce qu'en fait j'ai vraiment pu comprendre beaucoup de choses sur mon parcours, sur moi. Ça paraît anodin, mais qu'on a la chance d'avoir les informations, d'avoir les parents qui s'ouvrent et qui dévoilent un peu leur intimité avec honnêteté, plutôt que de faire croire que tout était bien, mais non, de vraiment dire les choses Oui. telles qu'elles étaient. Ça a vraiment permis, voilà, de faire des prises de conscience très fortes. C'est très inspirant en fait. Pour clôturer ce podcast, est-ce que tu pourrais nous offrir un conseil concernant la sexualité, de manière générale, quelque chose qui t'a aidé, que tu trouves fascinant et que tu voudrais que tout le monde puisse peut-être découvrir? Je dirais de se faire confiance et de ne pas se mettre de pression, de juste se laisser aller complètement. Voilà, je dirais que c'est un conseil que je trouve important. Des fois, on se met trop de pression pour être parfait ou performer. Donc, je dirais de se laisser aller, de se faire confiance et de beaucoup parler ensemble. Voilà.
Ah, merci. C'est marrant parce que ça me fait penser à l'accouchement où finalement Oui, les femmes sont forcées aussi à se faire confiance, à laisser faire la nature, dire est-ce que ça va se passer bien, est-ce que si, ouais, mais voilà. la nature, le corps Effectivement, c'est sait, et il pareil dans faut, l'accouchement. Si on y pense trop, ben, si on obsède et si on focus, si on regarde l'heure et tout, on dit: «Ah, c'est long» et tout, ben, ça va bloquer, là. C'est pareil lorsqu'on fait l'amour, hein. ouais, se faire confiance, exactement, faire confiance au corps et à l'intuition. Voilà, exactement. Merci Olivier. Merci Laurie. J'aime beaucoup le Lovell Center. Je trouve que c'est vraiment une super organisation. J'invite les auditeurs à venir faire une donation pour aider à la continuité de cette magnifique initiative et pour pouvoir continuer à avoir des podcasts comme celui-ci et avoir des services pour l'avancement, je dirais, de la sexualité et des relations. Donc voilà, moi-même, je fais partie des donateurs depuis quelques mois. Donc je trouve que c'est vraiment important d'encourager cette belle initiative d'Olivier que je trouve on devrait en avoir dans toutes les villes. Merci Laurie, merci pour ta présence. Et donc, Merci Olivier. si vous voulez être donateur aussi de Lovell Center comme Laurie, vous pouvez par exemple faire un don de 4 € ou 4 $ par mois, par exemple. Ça nous permet effectivement de faire toutes ces créations et de les offrir au grand public. Voilà. Merci beaucoup Laurie. Merci Olivier. Entre nous. Entre nous, Le podcast Pour parler de sexualité. par vous, Avec vous. pour vous.